Dr Jeans. C'est aussi pour ça que nous aimons être sur les plateaux avec vous. Bertrand Tachinda, alors, la catastrophe, elle tarde à venir ou alors elle ne va pas venir finalement? Moi, j'avais fait une émission avec M. Ndinsi pour expliquer que tous les médecins, tous les chercheurs, tous les hommes politiques, tout, comment je vais dire, que les décideurs qui vont porter les propos de l'OMS nous trouveront sur leur chemin. L'OMS n'avait aucune base, aucune preuve qu'il puisse avoir catastrophe. Sur quoi l'OMS s'est fondée pour dire qu'il pouvait avoir catastrophe? L'OMS n'avait aucune preuve pour dire qu'il y aura catastrophe. Je rappelle quand même que M. Le Drian, interrogé par la commission étrangère au Sénat, voilà ce qu'il dit de l'OMS. Il y a sans doute des choses sur le fonctionnement de l'OMS à dire. M. Le Drian, regardez à quelle heure M. Le Drian découvre qu'il y a des choses à dire sur le fonctionnement de l'OMS. Il y a un manque de réactivité au sein de l'OMS. Manque de réactivité, c'est que M. Le Drian veut arbitrer entre le conflit qui oppose les États-Unis et la Chine. Et eux, Européens, ils prennent position. Ils disent qu'il y a manque de réactivité. Je veux revenir là-dessus. Manque d'autonomie par rapport aux États. M. Le Drian découvre que l'OMS n'est pas une organisation indépendante. D'ailleurs, elle est créée le 7 avril 1948, juste après pratiquement l'ONU. Et je veux vous dire que ceux qui ont créé l'OMS, peut-être un manque de détection et on peut parler un peu de la gouvernance. Monsieur Le Drian parle de l'OMS. Quand vous analysez ça, c'est tout simplement pour dire que c'est une organisation de corrompus. Je vais plus loin, Bachir. Monsieur Trump brandit la preuve et dit que moi j'ai la preuve, effectivement, qu'on a alerté l'OMS en début de mois de décembre pour dire qu'il s'y passe quelque chose. Monsieur Trump. Mais sauf que Monsieur Trump, lui, il est en campagne électorale. Il est en campagne électorale. Et Monsieur Trump a été un grand acteur, et même, comment je vais dire, que l'un des plus grands financiers de cette organisation-là. Mais pourquoi Monsieur Trump le dit? Et quand l'OMS explique, en premier temps, l'OMS nie. Moi, je n'ai reçu aucun SMS expliquant qu'il y a un problème terrible et qu'il y a en quelque sorte des cas de pneumonie atypiques à Wuhan. Eh bien, Taïwan dit, moi, je vous ai écrit pour vous signaler. Taïwan le dit. Or, qui le dit à Taïwan? C'est M. Tsai Ing-wen, le nouvel exécutif de Taïwan. Taïwan le dit pourquoi? Parce que Taïwan a été exclu de l'OMS. Ah! Taïwan a été exclu de l'OMS. Et ce monsieur Tsai Ing-wen, en quelque sorte, c'est un monsieur qui refuse totalement le principe de l'unité de Taïwan et de la Chine. Or, vous savez que la Chine revendique en quelque sorte la presqu'île de Taïwan. Oui. Et il explique que, hors de question, c'est-à-dire c'est un indépendantiste. Et pour ça, en 2016, je crois. Il a été exclu en 2016. Oui. Et il écrit en quelque sorte, il explique à M. Trump, et il est très ami de M. Trump. Vous savez que M. Trump, en fait, est soutien des indépendantistes hongkongais oui. Et en fait de Taïwan. Donc, il explique que j'ai donné l'information à M. Trump. Bachir, est-ce qu'on est là, en quelque sorte, dans une lutte vis-à-vis, en quelque sorte, des pouvoirs, des politiques sanitaires? On est là en pleine politique. On est là en pleine géopolitique. Donc, il n'y a rien du sanitaire là-dessus. Quand vous regardez, en quelque sorte, le budget de l'OMS, l'OMS, en gros, vote ce qu'on appelle des budgets programmes sur 2 ans. L'OMS vient de faire voter son budget programme 2020-2021. 5 840 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en gros, l'OMS est dans 6 milliards de dollars. Ce budget est réparti en quelque sorte en 2 sous-groupes. Vous avez la contribution des États et puis vous avez ce qu'on va appeler les contributions volontaires. Au sein de la contribution des États de l'OMS, en fait, les montants sont fixés, c'est-à-dire les participations sont fixées en fonction du produit intérieur brut de l'État, c'est-à-dire la richesse de l'État et de sa population. Et vous retrouvez ceux qui contribuent à hauteur en grande partie au sein de l'OMS. Donnons les noms. Vous avez les États-Unis, c'est 22%, le plus grand contributeur. Vous avez la Chine, 12%.
Bataille géopolitique entre les deux plus grands contributeurs de l'OMS. Vous avez le Japon, 8,6%. Vous avez l'Allemagne, vous avez le Royaume-Uni et vous avez la France. C'est le conseil aussi exécutif, c'est le conseil de sécurité de l'ONU. Or, 2 pays, le Japon et l'Allemagne. Sauf que sans être présent au conseil exécutif de l'ONU, le Japon et l'Allemagne jouent un rôle très important au sein de l'ONU. Vous avez cité la Russie? La Russie n'y est pas, c'est-à-dire que dans les 6 premiers gros contributeurs de l'OMS, la Russie n'y est pas. À côté de ça, 4 membres permanents du Conseil. 4 membres compétents du Conseil de sécurité et qui détiennent la bombe atomique. Il faut ajouter, c'est important, qui détiennent la bombe atomique. Vous avez en quelque sorte ce qu'on appelle les contributeurs volontaires. Au sein de ces contributeurs volontaires, vous pouvez encore avoir des États. Premier problème pour moi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une contribution qui vous permet d'adhérer à l'OMS et au-delà de cette contribution qui vous permet d'adhérer à l'OMS, vous ajoutez une deuxième contribution qui est en quelque sorte ce qu'on va appeler une contribution volontaire. À partir de là, les États riches peuvent carrément prendre possession de l'OMS. Vous avez en fait les organisations internationales. Ça veut dire que le Fonds monétaire international peut être contributeur de l'OMS. La Banque mondiale, le FAO, vous avez les ONG, et puis vous avez les acteurs publics privés. Or, au-delà de ça, quand on prend tous ceux qui sont des contributeurs volontaires, qui représentent 80% du budget de l'OMS, dans ces 80%, vous avez 52% de cette somme de 80%, en fait, qui sont des contributeurs volontaires des États-Unis. Parce que vous avez des ONG puissantes américaines, vous avez des organismes puissants américains et vous avez des particuliers comme la fondation Bill Gates et Melinda Gates. Oui. À partir de là, l'OMS ne peut pas appliquer une politique sanitaire sans véritablement en référer à ce que j'appelle la vision géopolitique en quelque sorte de ses maîtres. D'accord. Autre chose. C'est-à-dire que là, tout se passe en fonction de ce que le donateur a dit. Tout se passe en fonction de ce que le donateur a dit. Voilà pourquoi il y a un problème au niveau de l'OMS. C'est-à-dire que vous avez les 2 plus grands donateurs, les États-Unis et la Chine, qui estiment que non. C'est toi qui a créé le virus dans un laboratoire. L'autre dit, moi j'ai la preuve que tu as créé le virus. L'autre dit, moi je n'ai pas créé le virus. L'autre dit, tu as maquillé les chiffres. Donc c'est une bataille en quelque sorte de ce que je peux appeler les propriétaires de l'OMS. Parce que l'OMS a en quelque sorte ce qu'on appelle les bureaux régionaux. Et ces bureaux sont représentés dans chaque pays. Et les États-Unis accusent le bureau régional de l'OMS en Chine et disent que, mais excusez-moi, vous avez reçu le SMS, vous n'avez pas donné l'alerte. Ben, vous roulez pour la Chine. Pourquoi? Parce que vous voulez aider la Chine à devenir la première puissance sanitaire dans le monde. Et puis, dans ce cas, nous retirons notre contribution. La Chine réagit en disant que ce n'est pas possible. Taïwan, qui veut le soutien des États-Unis dans sa lutte contre Pékin, explique que c'est moi qui ai envoyé le SMS à Taïwan. La Chine dit sors le SMS. Taïwan a du mal à sortir le SMS. Le Taïwan même qui a été exclu sans véritablement donner la raison. J'explique tout ça pour expliquer qu'on est dans tout, sauf véritablement dans une bataille sanitaire pour lutter contre le coronavirus. Mais est-ce que l'OMS fait mal de dire qu'en Afrique, il y a la pauvreté et le manque d'infrastructures de santé, ce qui pourrait conduire fatalement à cette catastrophe prédite? Excusez-moi, nous sommes surpris. Parce qu'il n'y a pas que en Afrique, il n'y a pas que, comment je vais dire, que l'OMS est engagé dans les batailles d'un certain nombre de programmes. Et je vais vous donner un autre chiffre avant de répondre à votre question. Quand on prend les pays de la zone franc, au Cameroun, vous avez un organisme qu'on appelle le SENAP, qui a l'exclusivité de commander le médicament avant de le distribuer aux pharmacies. C'est 47 milliards par an. Quand vous prenez les 14 pays de la zone franc, ça se chiffre sensiblement aux mêmes ordres. Ça veut dire que les 14 pays de la zone franc dépensent en moyenne chaque année 500 milliards de francs CFA en termes, comment je vais dire, d'importation du médicament. Et quand on regarde à qui on importe ces médicaments, on retrouve de grandes firmes pharmaceutiques, en quelque sorte, qui ont de grandes relations avec l'OMS et qui sont même souvent donateurs de l'OMS. Je vais plus loin. L'OMS, en son sein, recrute des chercheurs, des médecins, des épistémologiques, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, des ophtalmologistes, voilà, qui travaillent effectivement. Et on constate que ces chercheurs,
ces médecins, en quelque sorte, sont dans un véritable conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils travaillent pour l'OMS, en même temps, ils travaillent pour ces firmes pharmaceutiques, au point où on se demande si l'OMS et ses médecins ne sont pas un véritable Nobel, ne sont pas un véritable lobbying pour l'attribution, en quelque sorte, du prix Nobel. L'OMS, deuxième chose de l'OMS, l'OMS est engagée dans la lutte contre un certain nombre de grandes pandémies. La poliomyélite. L'OMS, c'est 6 000 milliards de dollars. Quelle est la grande pandémie que l'OMS a vaincue en Afrique? L'OMS a vaincu le paludisme. L'OMS a vaincu la rougeole. L'OMS a vaincu, comment je vais dire, que la tuberculose. L'OMS a vaincu la poliomyélite. C'est 6 000 milliards de dollars. Question, si l'OMS, dans ces 6 000 milliards de dollars, mettait véritablement et soutenait les politiques publiques à vaincre ces 4 pandémies, Bachir, les 500 milliards de dollars d'importation de médicaments pourraient chuter pratiquement à 20 milliards. Parce que la quasi-totalité, 80% de ces médicaments d'importation, Bachir, sont en quelque sorte pour lutter contre ces pandémies que je connais. Donc, vous voyez donc l'OMS, aujourd'hui, qui vient s'esclaffer, qui vient crier et dire le coronavirus, apprêtez-vous, ça a été tout simplement pour travailler nos présidents au corps et leur faire imposer ce qu'on va appeler ces mesures barrières. Je donne un dernier exemple. Vous avez un pays voisin du Cameroun qui avait 4 cas. Je ne donne pas le nom de ce pays. 4 cas, donc 3 cas importés du Cameroun. Ce pays va voter un plan de 900 milliards et va confiner. Bachir, vous avez 4 cas de personnes qui ne sont pas dans une situation dramatique pour confiner. Ce n'est pas l'idiotie. Voilà à quoi a servi l'OMS. C'est-à-dire véritablement apeurer les pays africains, travailler au corps les pays africains, leur faire imposer en quelque sorte ce qu'on va appeler les confinements. Je rappelle qu'aujourd'hui l'OMS explique que je n'ai jamais dit de confiner. J'ai plutôt expliqué qu'il faut pister, tester, isoler et soigner. C'est-à-dire que l'OMS aujourd'hui tire les bras et dit je n'ai jamais dit. Mais vraiment, Bachir, par respect pour votre Gandoura, vraiment, je vais rester poli. Je serai très poli aujourd'hui. Je ne dirai aucun gros mot. Quand je vois la figure de l'individu que vous projetez là, merci infiniment de ne pas dire ces gros mots. Ça nous